Bon. Mais je sens qu'on ne respecte pas beaucoup les 7 minutes, non? Hmm. Ok. Alors, bon, je dis quand même que je suis contente d'être là et de partager avec vous. Sur les, je vous montre cette belle gravure sur les dysfonctions sexuelles chez la femme. Mais nous avons un outil pour caractériser la dysfonction sexuelle chez la femme. Et c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qu'on a travaillé dans les années 2013, et qui dit que chez la femme, on peut retrouver un trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme. Le désir sexuel et l'excitation ont été mis sur un seul thème. Le trouble de l'orgasme, des troubles liés à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration, ou des dysfonctions sexuelles induites par une substance, un médicament. C'est ça qu'on dit en termes de dysfonction sexuelle chez la femme. Mais il faut aussi que cela corresponde à des critères bien précis. Donc, que cette expérience soit vécue dans 75 à 100% du temps nécessaire pour faire ce diagnostic, que la durée minimale, c'est 6 mois, et qu'il y ait une détresse significative, et que le trouble n'est pas plus expliqué par un trouble mental. Maintenant, quand on vous parle de la douleur, on dit qu'on parle de difficultés persistantes ou répétées dans un ou plusieurs cas, dans un ou plusieurs des cas suivants. Soit la femme a une douleur à la pénétration vaginale pendant la relation sexuelle, soit elle a une douleur vulvo-vaginale ou pelvienne marquée pendant la relation sexuelle ou lors des tentatives de pénétration, soit elle a une peur ou une anxiété marquée d'une douleur vulvo-vaginale ou pelvienne par anticipation pendant ou résultant de la pénétration vaginale. Ou alors elle a une tension ou une crispation marquée de la musculature du plancher pelvien au cours des tentatives de pénétration vaginale. Quand on parle de troubles de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle, on dit que chez cette femme-là, il y a une déficience ou une réduction significative de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle. Mais ça se manifeste pour au moins 3 de ces symptômes-là. Absence ou diminution de l'intérêt pour l'activité sexuelle, absence ou diminution des pensées érotiques ou des fantaisies imaginatives, peu ou pas d'initiation de l'activité sexuelle, absence répétée ou absence de réceptivité aux tentatives du partenaire pour initier l'activité sexuelle. Et ces critères, vous les aurez, je pense, vous aurez ces diapos, on les retrouve dans la réalité. C'est des critères qui sont très pratiques. Ce qui est intéressant ici, et que je voulais partager par rapport à nous au Sénégal, comment vivent les femmes, quand on parle de la dimension active du désir sexuel, on dit que chez la femme, il y a un désir basal spontané et il y a aussi un désir sexuel réactif. Donc, vous avez un couple, parce que la femme doit rester disponible pour le mari. Dès que le mari a besoin de faire l'amour, la femme doit accepter. On a parlé du consentement, qu'il n'y a pas cette notion de consentement. Quand le monsieur veut faire l'amour et que sa femme n'est pas réceptive, qu'est-ce qui se passe? Il peut bouder. Il boude et c'est fini, il ne se passe plus rien. Mais ça fait des problèmes relationnels. Après, il a monsieur, dans sa culture, il dit, mais si tu n'es pas disponible, j'ai le droit d'en épouser une autre. Et tous les problèmes relationnels et psychologiques chez la femme suivent. Alors que, si monsieur est patient et qu'il arrive à motiver de façon secondaire, le désir sexuel peut monter chez la femme. Et tous les deux, ils peuvent trouver la satisfaction après. Donc, cette notion est très importante à connaître pour prendre en charge les troubles sexuels chez la femme. Donc, si c'est par rapport à l'orgasme, il faut qu'il y ait au moins 2 de ces symptômes, soit un retard marqué pour parvenir à l'option de l'orgasme, une diminution marquée de la fréquence ou absence d'orgasme, ou alors une diminution marquée de l'intensité des sensations orgasmiques. Donc, il faut que ça soit tout le temps acquis, généralisé ou situationnel, aussi par rapport à la sévérité. Ça, vous le lirez. On a fait une étude au Sénégal, c'était dans les années 2000. Ça va? C'était dans les années 2000, chez 700 femmes, et avec un âge moyen de 31 ans, et 60% se plaignaient de troubles sexuels qui étaient mesurés par présent ou absent. Donc, comment elles exprimaient leurs problèmes? C'était j'ai un problème de désir sexuel, j'ai un problème d'excitation sexuelle, j'ai une dyspareunie, une douleur lors des rapports sexuels, j'ai un manque de satisfaction sexuelle,
ou alors les difficultés sexuelles ont un impact négatif dans ma vie de couple. Dans ce même groupe de 700 femmes, il y en avait 76 qui étaient excisées, et parmi ces femmes excisées, ce qu'elles présentaient, c'était des troubles du désir sexuel, une absence de plaisir sexuel, un manque de satisfaction sexuelle ou des douleurs lors des douleurs lors de la pénétration. On a remarqué qu'après une réparation clitoridienne, chez les femmes excisées, elles avaient une augmentation de la satisfaction sexuelle. Pour des femmes qui avaient vécu, qui avaient une fistule vésico-vaginale, elles étaient âgées entre 15 et 20 ans, ce qui se passait, c'est qu'elles évitaient d'avoir des rapports sexuels à cause de l'odeur par les urines. Donc, chez les femmes excisées, le risque d'avoir un trouble du désir sexuel était multiplié par 2. Chez les femmes infibulées, le manque de plaisir sexuel, le risque était multiplié par 8. Mais on sait qu'il y a des études dans ce cas d'excision. Parce que le problème de l'excision au Sénégal ou en Afrique, le problème c'est la stigmatisation même des femmes excisées. Elles-mêmes, elles s'auto-stigmatisent. Elles disent, puisque je suis excisée, c'est pour cela que je n'ai pas de problème, j'ai des problèmes sexuels. Quand vous leur demandez, vous pensez que ça vient d'où? Elles disent, c'est parce que j'ai été excisée. Mais on sait que, alors on a fait une conférence en Guinée. En Guinée, 97% des femmes sont excisées. Et puis, qu'est-ce qu'elles ont dit, les sages-femmes? Elles ont dit, docteur, notre problème, ce n'est pas l'excision. Notre problème, c'est le mariage forcé. Puisque quand elles se remarient avec un homme qu'elles ont choisi, elles arrivaient à trouver du plaisir sexuel. Vous voyez? Donc, c'est très subtil, il faut pouvoir trouver ça. Et elles arrivent à développer d'autres zones érogènes. Et les facteurs relationnels étaient très importants parce que certaines étaient abandonnées ou ignorées par le partenaire. Ici, le risque était 3 fois supérieur pour présenter un problème sexuel. Ou alors, le partenaire était indifférent pendant les rapports sexuels. C'est ce qu'elle rapportait. Et donc, ici, je vais ajouter le mariage non consommé. J'en reçois de plus en plus, peut-être parce qu'elle s'exprime, elle se cache moins, elle s'exprime. Et la moyenne de durée de mariage sans consommer le rapport sexuel, c'était de 3 ans. C'était entre 2 et 3 ans. Donc, pour pouvoir prendre ça en charge, il faut considérer les aspects culturels. C'est pour ça que je dis qu'un sexologue ne peut pas faire de la sexologie dans son pays s'il n'est pas associé à des sociologues qui disent comment les femmes ou les hommes pensent sexualité, quel est le discours autour de ça. Parce que c'est là-bas qu'on va trouver des facteurs de risque et comment les déconstruire. Donc, je pense dans les ateliers, on va surtout parler des stéréotypes de genre et heureusement qu'on a M. Jamy qui peut nous parler des scripts, des scénarios sexuels. Alors, donc la constitution du couple même. Parce que quand vous avez une patiente, vous la voyez une fois, vous la revoyez quelque temps après, puis après une 3e fois, à la fin, je dis, mais madame, est-ce que vous aimez votre mari? Elle vous dit, non. Mais au départ, je ne pense pas. Elle dit, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi, on me l'a imposé. Ma mère m'a dit, si je ne l'épouse pas, je ne suis plus sa fille ou elle va en mourir. Donc l'amour n'est pas au premier plan. C'est surtout que je suis une femme, je dois me marier. Première raison. Deuxième raison, cet homme-là peut me prendre en charge et peut prendre ma famille en charge. Et l'amour vient en 3e position. Donc c'est difficile des fois, après un certain nombre d'années de vécu, de pouvoir trouver une excitation sexuelle comme ça. Et surtout que maintenant, dans ce cas-là, c'est les stéréotypes de genre, la femme n'aime pas. Ça se dit chez nous en Wolof. La femme n'aime pas, la femme ne désire pas. Elle s'habitue à son mari. Donc c'est le mari qui aime qui choisit, mais elle n'aime pas, elle s'habitue. Ça, c'est un discours qui est dit. Et donc, elle est éduquée à satisfaire son partenaire. Et ça, je pense que ça doit être un peu partout. Séduire. Tout ce qu'elle fait en termes de séduction, c'est pour satisfaire le partenaire. Donc, il y a des pratiques qui sont l'excision et qui participent à constituer ce qui fait que l'homme arrive à dominer le corps des femmes. Mais ça, c'est les chiffres actuels de 2023 dans notre enquête démographique de santé. Et donc, cette excision qui ne disparaît pas vraiment. Il y a même le mariage d'enfants et surtout le mariage polygamie. Vous ne savez pas comment les femmes vivent dans les mariages polygames, surtout dans les remariages où elles ont peur des infections sexuellement transmissibles et qu'elles n'osent pas le dire. Parce que son mari a droit à épouser une 2e femme,
Et elle vient vous voir avec vraiment une crainte et pendant ce moment-là, c'est difficile pour elle de subir, c'est une violence de subir des activités sexuelles en ayant la crainte d'abord, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, est-ce que je ne vais pas avoir une infection sexuellement transmise? Et ça, ce n'est jamais discuté avec le partenaire. Donc, ces aspects. Donc, je vais parler de l'anxiété de performance chez la femme, c'est très important. C'est quelque chose qui est réel, mais peut-être qu'on n'en parle pas, parce que je pense que chaque femme, à un moment donné, peut vivre ça. D'accord? Et cette pression à réussir, à atteindre des performances et des buts bien précis dans la sexualité. Justement, dans ce contexte de polygamie, c'est la femme, elle passe par cette anxiété de performance. Il faut que je réussisse ce que je fais parce que je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'elle fait pas mieux? D'accord? Alors, donc, comme je disais, elle a une activité sexuelle, mais en même temps, elle a peur de ne pas donner de plaisir, elle a peur d'attraper une infection transmissible par le sexe ou par le sang. Parfois, c'est des risques de grossesse, puisque le problème, c'est au Sénégal, je pense ailleurs aussi en Afrique, quand une femme est mariée, tout de suite, elle doit montrer qu'elle peut faire des enfants. Et les femmes, maintenant, elles ont envie d'avancer, elles ont envie de travailler, de faire des études. Et parfois, avec le partenaire, c'est difficile de mettre ça en avant. Mais de plus en plus, je vois des couples où ils s'entendent qu'on peut peut-être faire une contraception, attendre 2 ans, surtout pour les femmes qui vont à l'université, les femmes qui peuvent s'affirmer un peu. On voit que les couples discutent un peu de ça. Peur de ne pas se sentir mauvais, parce que quand on fait la sexologie au Sénégal, les conférences pour les femmes, c'est tout de suite l'hygiène sexuelle. Elles mettent beaucoup de produits au niveau du sexe pour que ça sente bon. Mais elles ne savent pas que l'odeur ne vient pas du vagin. Le vagin n'a pas d'odeur. L'odeur se situe entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Il y a des glandes qui sécrètent, qui donnent une odeur particulière à chaque femme. D'accord? Ah, c'est fini. Les 7 minutes sont finies. Voilà. Bon. Donc, j'arrête là. Mais on aura l'occasion d'en parler.